Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Il y a des dimanches comme ça qui sont un petit peu plus magiques que d'autres, avec deux grandes courses au programme. Le Grand Prix de Monaco en Formule 1 et les 500 miles d'Indianapolis. Côté IndyCar, on va en parler aujourd'hui. On va faire une sorte de double débriefing avec Jean-Luc, bien évidemment, qui n'a rien manqué de ce double spectacle. Rien, je n'ai rien manqué. Il manquait les 24 heures du Mans le même jour et là on avait la totale. Il n'y a que 3 semaines à attendre, oui, ils sont tous groupés finalement. Heureusement. Bon, d'ailleurs, sois honnête, attendais-tu plus Monaco ou l'IndyCar et Indianapolis? Écoute, dans l'ordre chronologique, j'attendais d'abord Monaco pour voir si les Ferrari allaient bien confirmer la domination. Bon, ça a été rapidement vu de ce côté-là. Et qui et comment Vettel allait gagner, parce que c'était quand même chronique d'une victoire annoncée. On va y revenir. Et puis après, bien sûr, j'attendais Indy d'abord pour le comportement de Fernando Alonso, puis savoir qui allait gagner. Puis c'est quand même une course tellement spectaculaire, tellement incroyable que... Ouais, et on n'a pas été déçus. Voilà, donc dans quelques minutes, je poserai pas mal de questions sur Indianapolis. On y va. On commence par la Formule 1, effectivement. Et cette victoire de Vettel. Malgré tout, ma première question, elle sera sur la veille, le samedi, et la 13e place aux essais d'Hamilton. C'était forcément là aussi, à un moment donné, c'était à ce moment-là que le Grand Prix s'est en partie joué. Forcément, Hamilton était de fait éliminé de la course à la victoire. Hamilton était vraiment vexé et on l'a vu, il avait du mal à sortir du baquet de sa monoplace. Je crois que c'était pas fin, c'était pas surjoué. Il était vraiment effondré de voir qu'à Monaco, qui est le circuit évidemment du championnat du monde, où la position sur la grille de départ revêt une importance maximale, eh bien il avait été incapable de tirer le meilleur de la Mercedes, d'autant que son équipier Bottas, lui, montait sur la deuxième ligne de la grille de départ avec le troisième temps. Donc c'est bien, quoi qu'on en dise, il l'a pas dit comme ça, mais une erreur d'Hamilton, une erreur de son équipe, une incapacité à monter les pneumatiques en température, puisqu'on a bien compris que ces pneumatiques ultra soft apportés par Pirelli ne l'étaient pas encore assez, qu'ils étaient capables de tenir l'intégralité de l'épreuve. C'est pas un grand classique, ça, au passage? Mais si. Non, mais il y a un problème général de philosophie et de politique. Je suis désolé, je le dis à chaque fois, parce que je veux pas trop taper sur la tête de nos amis de Pirelli, qui ont le monopole, vous le savez, mais le problème, il est que, évidemment, que moins on parle des pneus, mieux on se porte, en un mot comme en mille. Donc, plus on fait des pneus résistants qui crèvent pas et moins il y a de problème. Donc là, on a des pneus qu'on appelle ultra soft, mais qui sont pas des vrais ultra soft. Si on écoute les pilotes, c'est à peine des soft. C'est pas normal, même sur une piste non abrasive comme Monaco, qu'on puisse faire les 78 tours de l'épreuve avec ces pneumatiques-là. C'est pas normal. Ouais. Bon, en tout cas, pour conclure sur Hamilton, 7e à l'arrivée, est-ce que Jean-Luc, tu estimes qu'il ne pouvait pas faire mieux? Carrément carton plein. Je crois que c'est vrai, les simulations de Mercedes avaient démontré que s'il arrivait dans les points, c'est-à-dire 9e ou 10e, c'était formidable. Là, effectivement, il est parvenu, grâce à l'attaque qu'on lui connaît, à la pression qu'on lui connaît, à un excellent arrêt ravitaillement, arrêt changement de pneumatique, à remonter 7e. C'est carton plein. Il ne pouvait pas espérer mieux. Donc les points qu'il prend là, ça lui permet de limiter la casse par rapport à Vettel, évidemment. Allez, revenons sur le résultat de ce Grand Prix et le duo Ferrari. Alors effectivement, ça, je t'ai écouté sur RMC et bon, on se connaît tous dans la grande famille des observateurs, des commentateurs des sports mécaniques. On se doutait qu'on aimerait mieux que Vettel gagne plutôt que Raikkonen. Est-ce que ça s'est passé pour toi proprement, normalement? Je ne sais pas quel adjectif employer, mais comment tu juges tout ça? Alors, quand tu disais on aimerait mieux, je me permets de te reprendre, c'est-à-dire... Il était de l'intérêt général et notamment de Ferrari et du championnat que Vettel gagne, pour être très précis. Parce que nous, on se doit et on n'a pas de préférence. Oui. Encore une fois, vous êtes très général. C'est pour ça que je me permets juste de préciser, on va dire. Bon, on aime bien les deux pilotes. Moi j'aime bien Vettel, je l'ai toujours dit, parce que pour moi, c'est un excellent pilote. Alors, on reprend les choses. On arrête Raikkonen. Dans un premier temps, c'est le leader. C'est à peu près normal. C'est la stratégie habituelle. Et ça permet de couvrir. On estime qu'à un moment, ça y est, c'est le bon moment, faut l'arrêter. On a fait des simulations. Bon, et de fait, il n'y a pas de faute à ce niveau-là, il y a un bel arrêt, il n'y a pas de problème. Simplement, effectivement, Vettel reste en piste. Voilà. Vettel a une piste claire. Vettel déploie son talent, comme à l'époque, d'autres l'ont fait. Il réussit à faire 4-5 tours extrêmement rapides. Ça veut dire que quand on l'arrête, lui, il fait un très bon arrêt, et il ressort, et à quelques dixièmes près, il est devant, et c'est vrai que l'affaire est jouée. Alors, est-ce qu'il y a supercherie ? Est-ce qu'il y a embrouille? Je ne pense pas, on ne peut pas le dire comme ça. Maintenant, comme tu le disais, ça arrange tout le monde et il se trouve qu'effectivement, Vettel, pour moi, était intrinsèquement plus rapide que Raikkonen sur ce circuit, et je le prouve. D'abord, il a jamais été à plus d'une seconde et demie, une seconde 8, c'est-à-dire qu'il restait dans l'air un peu frais derrière au début, et puis dès qu'il a été devant, il a creusé l'écart. Oui. Et même quand il y a eu le safety car après, on pouvait se dire, tiens, on est en fin de course, allez, Raikko, il va tout donner. Non, Vettel s'en va. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Vettel était bien le pilote le plus rapide à bord d'une Ferrari dans ce Grand Prix de Monaco. Alors, on t'entend bien.
Si on se met quand même de la place de Raikkonen, et on a bien vu que sur le podium, hein, évidemment... Il faisait la gueule, oui, le mot est voilà. faible. Ouais. Le contre-argument, c'est quoi, Jean-Luc? C'est le fait de dire qu'on n'arrête pas Vettel un tour après. On s'est habitué à le premier qui s'arrête, et puis le deuxième, c'est le tour d'après. Là, on offre à Vettel la possibilité, effectivement, de creuser ce fameux écart. Je suis obligé de te répondre oui, voilà. parce qu'effectivement, les pneus avaient encore un petit peu de potentiel. D'ailleurs, quand la question a été posée à Kimi après, pourquoi m'ont-ils arrêté? Je ne sais pas, il faut leur demander à eux, etc. Ouais. Ben, c'est vrai que oui, là, on a, disons, poser les bases d'une potentialité pour Vettel pour se mettre devant Raikkonen. Alors, on l'a pas fait de manière aussi évidente que dans le passé, et tant mieux d'ailleurs. Maintenant, oui, ça arrange tout le monde, et il faut le dire, puisqu'évidemment, le leader du championnat creuse l'écart sur son principal concurrent, qui est, quoi qu'on en dise, Lewis Hamilton. Voilà, c'est les deux qui se sont détachés, ce sont les deux hommes les plus rapides, respectivement, de leur écurie Ferrari et Mercedes. Bon, ben voilà, le duel, il est engagé. Alors, ça n'a pas été fait de la manière outrancière, j'allais dire, et humiliante avec laquelle c'était fait à une époque. Oui. Là, on respecte les pilotes. Oui. Maintenant que Raikkonen fasse la gueule, encore une fois, je le comprends. Voilà. Bon, en tout cas, mini break. Est-ce que c'est l'expression que tu aurais envie d'employer de Vettel par rapport à Hamilton, hein? Complètement. Un Grand Prix, 25 points, c'est un mini break, c'est clair. Bon. Bah écoute, allez, on va aller vite parce qu'on a Indianapolis à aborder aussi. Derrière, ce sont les Red Bull qui se sont mis en évidence et Bottas, effectivement, est pris en sandwich entre les deux pilotes Red Bull. Ben oui, écoute, ça aussi, fallait toujours le garder en mémoire. Les Red Bull étaient là, un petit peu derrière, mais elles étaient là, elles n'étaient pas très loin. Alors, on a vu que Verstappen était meilleur, une belle demi-seconde, hein, en qualif, ça c'est génial. Et puis en course, c'est plutôt Ricciardo qui a été solide, qui a aligné les bons tours, qui était comme il fallait, la bonne stratégie aussi. Bon, c'est lui qui termine sur le podium, il a dû le défendre, hein, quand même. Il a eu chaud aussi au restart. Hein. Ah, il a eu très chaud. Il loupe un peu. Là, il fait une faute, il le dit. Puis en plus, il est honnête. Hein, lui, il dit, ouais, je me suis loupé. Les pneus froids, encore une fois. Et là, est-ce que c'est normal aussi que ces pneumatiques perdent aussi rapidement leur température? Non. Parce que c'est ce dont les pilotes se plaignent. En fait, la fenêtre d'exploitation de ces pneumatiques est tellement étroite que dès qu'on en sort, et alors le paradoxe, je vais revenir à Hamilton qui disait, mais c'est parfois une roue et même pas les deux. C'est même pas les deux roues arrière qui sont pas en température, il y en a une qui l'est et l'autre pas trop. Bon, c'est quand même, tout ça est quand même un petit peu bizarre. Donc, Ricciardo se fait piéger, mais on l'a avertissement sans frais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, pour les pilotes qui marquent des points, j'ai envie de te dire, Sainz, bravo, qui aura au moins résisté à Hamilton jusqu'au bout. Super Grand Prix de Carlos Sainz. Évidemment, ça passe un peu en deçà parce qu'il est bon, mais il résiste à Hamilton et c'est pas rien. Voilà. Quand même, et Grosjean Romain juste derrière Hamilton, je crois qu'il peut être très satisfait. Très belle course, il n'y a rien à dire, il part 8e, il termine 8e, il fait le boulot vraiment correctement. Voilà. Et puis en plus, du côté de Haas, on a Magnussen qui est dans les points aussi. Ça fait 5 points pour l'écurie, c'est bien, c'est du bon boulot. Par contre, chez Force India, là, non, la série s'arrête. Hein, voilà. Et Perez, pourtant, il était encore dans les points à un moment donné. Et puis, il a été hyper agressif à une ou deux reprises, un peu trop, il faut le reconnaître. Maintenant, d'un autre côté, pour essayer de dépasser à Monaco, il n'y a pas le choix. Notamment, voilà, il était obligé de t'imposer à un moment. Alors, c'est la question et c'est l'image aussi à laquelle je voulais arriver, cette cabriole de Verlaine. Étonnant quand même, hein, quand on découvre l'image, on se dit ah ouais, moi je crois pas avoir déjà vu ça. Bon, non, alors, moi non plus. Alors Ascari en 55, quand lui il avait continué dans l'eau, bon là c'est tous les records sont heureusement il y a les rails là, oui. Mais de là être bloqué comme ça, incroyable. Hein. Écoute, il y a un moment qui se titillaient les deux, Verlaine et Button qui était parti des stands, etc., qui avait tout de suite évacué les pneumatiques. Bon après, Button c'était une petite démonstration et un plaisir, et c'est vrai qu'il butait sur Verlaine. Et là on a eu le sentiment, moi je crois qu'à la place de Button aussi, j'y aurais été. Il y avait un trou, il a laissé de la place à la corde au portier. C'est un virage très lent, pas très dangereux non plus. Il met le museau et puis évidemment, Verlaine referme et hop, il monte dessus et il range sa voiture verticalement. Ça tient moins de place. Hein. Remarque, dans les parkings de Monaco, c'est plus pratique. Non, blague à part, on a compris tout de suite que le pilote n'avait pas mal, que c'était un choc. Bon, heureusement, il fallait pas que ça prenne feu, mais maintenant, heureusement, les monoplaces de Formule 1 ne prennent plus feu. Donc bon, c'est vrai qu'il était là. Puis à la radio, ça va, j'ai pas de problème, mais je voudrais sortir. Oui, on comprend bien. Il avait le mur et les commissaires intelligemment aussi n'ont pas fait retomber la voiture parce qu'on sait qu'il avait été touché au vertèbre. Effectivement, on aurait pu aggraver, même pour n'importe quel pilote, parce que une monoplace que l'on remet comme ça brutalement, non, tout le monde a bien agi. Voilà. Bon, écoute, ça va nous faire la transition, parce que Button, finalement, symbolise ce lien entre Indianapolis et Monaco, avec ce petit échange radio. Super. Pour être honnête. Enfin, au moins au niveau de la forme et de la faisabilité de la chose. Oui, et ça veut dire d'ailleurs que Fernando de là-bas a regardé le Grand Prix, parce qu'au début il dit je sais pas, je serais peut-être occupé ailleurs. Bon non, c'était sympa. Sympa. Live from Indianapolis, Fernando Alonso. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop aimé le jeu, la petite saillie rigolote de Button qui dit que je vais pisser dans ton... Je pense que c'était pas le moment. Non, mais il a pas dû penser que tout le monde écoutait non plus. Il a dû se dire c'est sympa, il m'appelle, bon je vais lui dire un truc rigolo, une blague qu'on fait entre pilotes. Je pense pas qu'ils s'attendent à ce que ce soit mondialement diffusé. Voilà. Parce que je vais pas trouver ça d'une finesse exceptionnelle, même si on aime bien. C'est moyen. C'est vraiment une parenthèse. Surtout lui qui est un gentleman en plus et qui est bon.
Alors, donc, quelques heures après, Fernando Alonso, donc, s'est attaqué à Indianapolis. Alors, on sait tous que c'est Takuma Sato qui a gagné. On sait tous que Alonso n'a pas été au bout avec son moteur qui a explosé. Mais honnêtement, Jean-Luc, moi, les 100 premiers tours, j'y crois. Je me dis, c'est une bataille entre Rossi et Alonso notamment. Il est étonnant. Bon, on savait bien qu'un double champion du monde. Puis surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'humilité avec laquelle il a abordé cet événement, on peut dire vraiment, en disant, moi, j'y connais rien. Il s'est imprégné vraiment, il s'est mis dedans, surtout à partir du moment où justement il est venu sur place plus de 15 jours avant, etc. Il a écouté, il a beaucoup écouté, il a commis aucune erreur, personnellement. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. Et alors, ce qui m'a impressionné aussi, c'est qu'il s'est montré, parce qu'on sait très bien qu'à Indianapolis, si on veut faire un résultat, le mieux, c'est de rester un petit peu dissimulé. Ben non, il s'est montré, il a pris la tête même, ça c'est génial. Ouais, écoute, d'ailleurs, 27 ou 29 tours. Ouais, d'ailleurs le public a vraiment apprécié, hein, il a été applaudi, ovationné quand il est descendu de la voiture. Non, écoute, c'est carton plein. Alors après, c'est encore un moteur Honda qui casse, bon, tu vas me dire. Bah oui, te dire. Et c'était pas le premier, parce que tu as vu, il y en a eu 2 autres avant. Bon, il y a quand même cyniquement, on peut dire, il lui arrive encore la même chose qu'en Formule 1. Exactement, il est poursuivi, il n'est pas le seul, il n'a pas été le seul. Mais bon, pour moi, il a réussi parfaitement son opération. Je pense qu'il est piqué, je crois qu'il reviendra, parce qu'il a envie de la gagner, cette épreuve. Il a démontré qu'il avait les moyens pour la gagner. Et puis, je trouve qu'il a été parfaitement dans l'esprit. Il a été là-bas, c'est plus chevaleresque, tu vois. On est loin j'allais dire parfois des magouilles de la Formule 1. Ça a quand même le sport automobile et le danger omniprésent. Non, c'est vraiment une course, j'allais dire d'homme, même s'il y avait Pipaman, mais c'est une course de couillu. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Ah oui, non, je crois qu'évidemment, l'audience a dû être meilleure cette année du fait de cette valeur ajoutée à Alonso. Et si vous avez découvert ou redécouvert Indianapolis, bah, c'est exceptionnel. Est-ce qu'en fin de course, tu as senti que Sato allait gagner ou est-ce que tu croyais en la carte Castro-Neves, encore lui? Est-ce que les outsiders, tu as vu que James Davison, Max Chilton? Attends, Max Chilton, honnêtement, on pouvait y croire aussi. Hein. La marque d'Indianapolis, ce sont toujours les révélations. C'est vrai qu'il y a souvent des pilotes qui sortent un peu, je vais pas dire de nulle part, mais qui, là, parce que c'est une course à très haute vitesse, parce qu'il faut des réglages particuliers, parce qu'il faut un courage, une bravoure exceptionnelle, ben, il y en a qui se disent c'est la course de ma vie, quoi. Allez, on y va. Ouais. Alors, effectivement, la victoire de Sato, on s'en souvient, on l'avait commenté ensemble. Voilà. Il avait échoué sur Franchitti. Il avait échoué sur Franchitti à 2 tours de l'arrivée. Oui. C'était vraiment, mais il était en mesure déjà de l'emporter. Bon, la leçon a été reçue. Ben, c'est un attaquant, hein. C'est quand même là aussi un pilote qui a beaucoup de bravoure, mais il l'a bien joué. Alors, oui, je pensais qu'effectivement, ça pouvait être la quatrième de Castro-Neves. Je retrouvais pas son nom parce que au nombre de voitures d'Andretti qui sont succédés. Oui, non, parce que Castro-Neves, il l'avait bien joué et il avait pris la tête un moment, un poil trop tôt. Indubitablement, le moteur Honda était plus performant, ou le package Honda, parce qu'il faut parler du package aéro, plus performant que le package Chevrolet. Il s'est peut-être un peu précipité, Castro-Neves, pour avoir cette 4e victoire. Un petit loupé à l'amorce de l'avant-dernier tour, du dernier tour. Oui, non, ça passe pas à l'extérieur. Exactement. Il relève exactement. Un peu Donc là, peut-être une petite erreur. Je crois qu'il l'a reconnu aussi. Son attitude était un peu, j'ai comme une petite erreur. Elle aurait pu être pour lui, mais bon, c'est ça, Indianapolis. Ça se joue dans le dernier ou l'avant-dernier tour. C'était une superbe bataille. Et puis, comme tu l'as dit, même Max Chilton, qu'on n'a jamais vu en Formule 1, son passage était plutôt discret. Bon, dans une écurie, évidemment, malheureusement, de fond de grille, on le sait bien. Mais c'est vrai que là, il s'est mis en avant. Bah, écoute, c'est ça la magie d'Indianapolis. Encore une fois, ça permet à des jeunes pilotes, voire à des rookies, hein, puis là aussi, on pense à notre Sébastien Bourdet qui a dû regarder tout ça en disant j'avais sûrement la voiture pour gagner cette année. Il avait sûrement la voiture pour gagner Indianapolis. Alors, c'était la dernière question que je voulais te poser, nos forces françaises, allons-y. Bon, bah, c'est ce qui lui est arrivé, donc il a vu ça des tribunes, j'ai l'impression. Bon, bah, en tout cas, c'est prouve qu'il avait un super package, parce que James Davison, à un moment donné, je te pose la question, donc on se la pose la question, est-ce qu'il peut carrément aussi aller gagner? Il pouvait, il pouvait. Et je pense que Seb, avec son métier, sa détermination, il pouvait gagner, oui. Alors, c'est pas pour lui donner des regrets à contrario, mais il avait indubitablement le package et la voiture, et ça, on le savait dès les essais, puisqu'il était rapide. À l'inverse, et tu vas me poser la question de Simon. Alors Simon, écoute, on a eu le sentiment qu'il arrivait à la jouer assez fine et à se replacer lors des arrêts et des restarts. Enfin, lors des restarts, non, par contre, ça passait. Non. Là, il se faisait avaler complètement. On n'a pas le verdict. Moi, je me demande s'il n'y a pas un problème de boîte de vitesse. Soit il n'avait plus de 5e rapport pour relancer sa machine. Et je me demande si c'est pas ça. Parce que tous les restarts, depuis un moment, il ne pouvait plus. Ou alors, ses rapports étaient mal étagés. En tout cas, il y avait un problème de remise en vitesse, indubitablement. Après, c'était un peu moins grave. Mais il perdait 4, 5, 6 places à chaque fois. Quoi qu'il arrive, il partait avec un handicap. Effroyable. Ou son moteur avait un problème d'alimentation. Je ne sais pas. Enfin, il y avait un problème technique. C'est évident que c'est pas lui. Donc, moi aussi, je me suis dit, oula, il
reste bien planqué, il la joue bien, il se Oui, ménage. À un moment, il remonte 6-7, Ouais. je me dis, ah ça y est, là j'y croyais. Et puis le dernier restart l'a achevé, parce qu'il a encore vu Pas de passer miracle, malheureusement tous ouais. les trains. Et il n'avait pas la voiture, Non, encore non, une c'est fois. ça. Et c'est incroyable. Là aussi, il y a peut-être une sorte de malédiction, parce que Simon, il a plus que le talent pour l'emporter. Il est dans une des plus grandes équipes, Penske, et ça le fait pas. Non. C'est incroyable. Et on va terminer avec l'image. Alors effectivement, là, je crois que vous l'avez tous vu, cet accident de Scott Dixon qui percute Jay Howard. Ouais. Et là, bon, est-ce qu'il faut parler de miracle? J'ai quand même l'impression. Hein. Oui, il faut parler de miracle, parce qu'effectivement, l'enchaînement de circonstances, bon, Jay Howard qui perd sa voiture, bizarrement d'ailleurs, parce que on a bien conscience, et il le dit après en interview d'ailleurs, il laisse passer les pilotes les plus rapides, il la joue tellement bien qu'il se met un peu en dehors de la trajectoire, et comme on est quand même, quoi qu'il arrive, à plus de 300 km/h, ben, il n'arrive pas à la ramener, et malheureusement, il va, j'allais dire, il finit dans le mur, et là, bon, on se dit, bon, bah, ça va aller, quoi, il va lécher le mur, et non, malheureusement, la monoplace, comme il a plus de direction, elle revient au milieu, et elle coupe la trajectoire, malheureusement, lui, il est à fond, hein. Ouais, Lui, quand on voit en caméra embarquée, il n'y a pas le temps de réagir. à lui, rien. Ouais. Et là, c'est effroyable. Là, on tremble, surtout quand on voit que la monoplace va au-dessus des rails et sur le côté et qu'elle se coupe en deux. Là, c'est des images, comme on dit toujours, qu'on n'aime absolument pas voir. Et puis, le miracle s'accomplit. Le pilote est indemne et il sort de ce qui reste de sa monoplace. Écoute, oui, c'est extrêmement spectaculaire. Il n'y a qu'à Indy qu'on peut voir ça, Oui. à cause de la vitesse également. C'est ça, ouais, grosse frayeur. Bon, bah, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Ouais. Alonso, je pense, oui, il y aura des regrets, il sera déçu. Il l'a joué, on va dire, très corporel. Oui, mais très... au bilan de l'ensemble des Oui. semaines, j'allais dire, il s'est bien intégré. Et moi, je pense que maintenant, ça va être un acteur d'Indianapolis. Est-ce que l'an prochain, il sera là? Qui peut le dire? Même pas lui, probablement. Mais je pense qu'il aura ça derrière la tête. Et maintenant, il sait qu'il a le potentiel pour gagner Indianapolis, indubitablement. Donc déjà, la deuxième perle de la couronne, de la triple couronne, eh bien, elle n'est pas loin d'être à lui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce double débriefing, même s'il va garder l'appellation débriefing F1, Oui. mais là, on était obligé d'aborder Indianapolis. Bon, bah merci Jean-Luc. Toujours du un coup, on se plaisir. retrouve dans 15 jours, le Grand Prix Ouais. du Canada, avec Hamilton, peut-être la revanche, Vettel, la gestion de son leadership au Et Alonso championnat. qui ne dira pas loin. Hein. Oui, Et, voilà. je ne sais pas s'il va rentrer ou il va aller ailleurs, mais d'Indianapolis à Montréal, il n'y a pas beaucoup. Alors, finalement, c'est pas très loin. Bon, bah on se retrouvera pour en parler, bien évidemment. Merci à vous, à très vite. Salut à tous.